Eh bien, c'est magnifique. Donc, dans ce cas-là, on est parti. Et donc, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Bienvenue sur notre chaîne Twitch, la chaîne Twitch du Parti Socialiste. Je suis en compagnie de Chloé Ridel et Victoire Sato parce que ce soir, aujourd'hui, on va vous parler de la fast fashion et surtout de comment faire face de manière générale en tant que société et quelles actions politiques est-ce qu'on peut mettre en place pour y faire face. Du coup, vous avez peut-être vu passer nos communications sur les réseaux sociaux. On a commencé à vous parler un petit peu de tout ça, justement des différents enjeux. Mais je vais commencer par vous laisser peut-être vous présenter, si jamais. Chloé Ridel, donc tu es députée européenne, porte-parole du Parti Socialiste. Bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce que quand on switch les caméras, on est good pour leur laisser la parole? Bah, logiquement, oui. Vas-y. Donc là, on me voit, c'est bon. Attention, là, ouais, c'est bon, on te voit. Okay. Là, si vous voulez voir. Bah, écoute, voilà, tu as tout dit. Moi, je m'appelle Chloé Ridel, je suis députée européenne. Ouais. Je suis porte-parole du Parti Socialiste et je suis très heureuse de pouvoir partager ce canapé Twitch avec Victoire Sato, qui est une personne exceptionnelle que je vais laisser se présenter et que j'ai voulu inviter pour discuter de la fast fashion, de tous les problèmes que pose cette industrie, parce qu'il y a une loi qui arrive au Sénat, qui sera votée autour du 10 juin et dont on espère beaucoup. Donc, grâce à Victoire, on va pouvoir comprendre tout ce qu'il y a derrière. Tous les tenants et les aboutissants. Super. Ce qui me met beaucoup de poids sur les épaules. Et ça commence en émotion. Moi, je suis hyper contente d'être là. Déjà, merci beaucoup de me recevoir. Je suis très admirative du travail de Chloé, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques mois et très heureuse donc, de partager aussi ce canapé pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et auquel je travaille depuis 8 ans maintenant. Je suis effectivement médecin de formation, je suis radiologue précisément et j'ai arrêté d'exercer en 2021 pour me consacrer à temps plein à une entreprise que j'avais créée en 2017 qui s'appelle The Good Goods, qui est un média et un studio de création de contenu dédié aux professionnels de la mode qui aide à la transition de l'industrie, donc de la mode, du textile et du luxe. Et donc j'accompagne les marques, les industriels et puis un petit peu sur Instagram, on a notre communauté grand public, les citoyens et citoyennes à faire des meilleurs choix. Super. Et j'ai vu que pour s'habiller, oui, dans le domaine du textile, etc. J'ai vu que potentiellement vous alliez également lancer une application qui s'appelle Scord, c'est ça? Est-ce que tu veux aussi nous en parler Bien sûr. Scord est né à l'intérieur de The Good Goods. Aujourd'hui, c'est une entreprise à part. C'est une autre entité. C'est une start-up tech. Scord, c'est un projet d'application qui décrypte les marques de mode. Si vous voyez la façon dont fonctionne Yuka, c'est un petit peu la même chose, mais sauf qu'au lieu d'évaluer des produits, on évalue des marques. Et donc, on vise à sortir un Planet Score, un peu équivalent Planet Score, mais pour les vêtements, à partir du mois de septembre à peu près. Donc vous pouvez suivre, c'est écrit Score avec un D, donc Scored. Et il y aura une version également professionnelle pour pouvoir justement accompagner les marques dans leur transition RSE en suggérant une roadmap et des actions en regard justement de la notation qu'on aura proposée. Trop bien, super. Et on va voir qu'on va pouvoir aussi faire le parallèle un petit peu justement avec la proposition de loi donc, qui arrive, parce qu'il y a aussi un enjeu d'affichage, de mise en avant aussi des enjeux sociaux, environnementaux qui sont dans cette proposition de loi. Donc on va pouvoir revenir dessus. Mais juste avant de partir sur tout ça, moi je me dis que c'est toujours bien quand même de définir les termes du sujet, comme si on était à l'école un petit peu, mais parce que on parle de fast fashion. Je pense que alors moi je pense que aujourd'hui tout le monde a quand même déjà bien entendu et peut un peu définir ce que c'est la fast fashion, mais on m'a dit que c'est pas le cas, donc qu'il fallait quand même revenir même à partir de là. Qu'est-ce que c'est la fast fashion? Aujourd'hui on parle même d'ultra fast fashion aussi. Du coup comment est-ce qu'on distingue les deux? Quels sont les enjeux voilà, sociaux, environnementaux, économiques? Je vous laisse la parole. À qui veut commencer? C'est une bonne question qu'on va décomposer. Alors, non, c'est une très bonne question pour commencer la sémantique parce qu'elle n'est pas consensuelle au point que même dans la loi, ça pose problème. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le projet de loi contre la fast fashion, la première des questions qui fait débat et que les marques s'arrachent, c'est est-ce que moi j'en fais partie? H&M dit bah non parce que ça ressemble plutôt à Shein. Shein dit bah non parce que ça ressemble plutôt à Primark. Primark dit bah moi j'ai pas de plateforme e-commerce, je vends que en boutique physique, donc je suis pas concernée. La réponse la plus juste en fait et la plus simple, c'est la démocratisation du beaucoup à pas cher. À partir du moment où on produit des quantités colossales de vêtements et que chaque jour, chaque semaine, on incite avec des nouvelles références
les consommateurs et les consommatrices à racheter quelque chose de nouveau avec donc un phénomène qu'on appelle d'obsolescence émotionnelle, c'est-à-dire le renouvellement permanent du désir. On est dans la fast fashion. Donc c'est un faisceau de critères, que ce soit vente digitale, vente physique. Il y a évidemment le nombre de nouvelles références qui sont proposées, mais il y a aussi l'intensité du marketing. Est-ce que tu fais de la pub? Est-ce que tu spams? Combien de fois tu fais dans l'année des décotes? Est-ce que tu fais des ventes privées? Est-ce que tu essaies de pousser au maximum tes produits en dégradant la valeur, donc en faisant du discount? Donc tout ça définit la fast fashion qu'on connaît depuis les années 2000. Donc des marques voilà, qu'on a mentionnées, Zara, H&M, Primark, Boo, etc. Qui ont des volumes, donc peut-être pour vous donner des ordres de grandeur, parce que c'est toujours un peu abstrait, chaque année dans le monde, depuis quelques années, on est à peu près à 150 milliards de pièces de vêtements et chaussures accessoires qui sont produits. 150 milliards 150 milliards et pour la Terre entière. Et on est 6 milliards. On est donc ça vous donne une idée de ce dont on n'a pas besoin. En plus, c'est produit en plus de ce qu'on possède déjà. On a déjà beaucoup trop de vêtements. On sait que sur Terre, il y a de quoi habiller 6 ou 7 générations à venir. Et pourtant, on en remet une couche chaque année à cette hauteur. Ordre de grandeur toujours, donc une marque comme Shein produit à peu près 4 milliards de vêtements sur les 150. Une marque comme H&M ou Zara, ça va plutôt être autour de 2 milliards en fait. Donc là, on pose la question de l'ultra fast fashion et de sa définition, qui est effectivement, qui peut s'en référer au volume, mais qui est surtout, et c'est un petit peu plus complexe à comprendre, relatif au modèle de production. En très synthétique, vous êtes Zara ou vous êtes H&M, pour développer un produit, même en allant hyper vite, il vous faut en moyenne 3 semaines entre le coup de crayon et le moment où il sera en magasin. Parce que vous allez avoir un design, vous allez avoir des patrons, des allers-retours sur les patrons, vous allez choisir la matière, vous allez faire produire la matière, vous allez produire les vêtements et les acheminer en boutique. Quand vous êtes une marque comme Shein, vous avez... donc Zara et H&M dépendent d'autres intermédiaires en fait pour produire. Ils ne sont pas producteurs de l'entièreté de la chaîne. Et donc nécessairement il y a un temps incompressible. Une marque comme Shein est ce qu'on appelle une production verticale intégrée, c'est-à-dire qu'elle maîtrise de bout en bout l'ensemble de sa chaîne de valeur ou quasiment, et ses partenaires de sourcing matière, si elle les fabrique par elle-même, ils sont hyper proches. Et associé à ça, on ajoute une couche d'intelligence artificielle qui permet à la marque de screener l'entièreté du web, y compris les séries, tout ce qui va être un peu tendance, Instagram bien sûr, parce qu'elle est connue pour les plagiats, capter des designs qu'elle n'a donc pas besoin de produire elle-même. Donc, il y a moult procès contre la marque pour plagiat. Évidemment, des petits créateurs ne se défendent pas, mais aujourd'hui, Lacoste, par exemple, est en procédure contre Shein. Donc on se passe des designers, on copie à la vitesse de la lumière, on propose des nouvelles références qui ne sont pas des produits. C'est-à-dire qu'on met sur internet, sur le site e-commerce de Shein, toujours fabriqués avec une IA, des vêtements digitaux. D'ailleurs, si vous zoomez sur les produits, c'est dégueulasse, on voit très bien que c'est des faux mannequins et c'est des fausses photos. Mais néanmoins, ça permet de capter l'attention de l'utilisateur, parce qu'en plus, on va le chercher à coup de spam marketing sur les réseaux. Et donc de voir quels sont les points chauds. Et s'il y a 100 personnes qui consultent la petite robe jaune et qui cliquent sur j'aime, et ben on lance une production et en un temps record, l'espace de quelques jours, Shein est capable de le produire et donc d'envoyer le produit super rapidement. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'ultra fast fashion, c'est qu'elle va beaucoup plus vite en termes de production, les temps sont à peu près réduits en moyenne à 1 semaine. Et nécessairement, comme par excellence c'est des produits qui coûtent pas cher, le modèle économique est basé sur encore plus de volume. Donc l'ultra fast fashion, en plus d'aller plus vite, elle produit beaucoup plus, en l'occurrence 2 fois plus. J'avais dit que c'était long. Non, mais c'était complet. Moi, je pense que ça permet de bien comprendre. Parce qu'on s'y retrouve plus vraiment en fait. Sur quoi acheter. Enfin, je peux compléter ou bien sûr. Moi, je donne mon sentiment en tant que personne qui aussi achète des vêtements, même si je n'achète pas dans ces marques de fast fashion. J'ai l'impression qu'on est dans un monde où en fait on n'a plus que 2 choix quand on veut s'acheter des vêtements. Soit des vêtements de très mauvaise qualité, de la fast fashion. Pour moi, la fast fashion, c'est du vêtement de mauvaise qualité, donc qui va disparaître rapidement et qui va être obsolète rapidement. Soit des vêtements très chers, hors de prix, et pas toujours de très très bonne qualité d'ailleurs. Donc on est dans un modèle qui dysfonctionne. Et avant de venir, j'ai regardé quelques chiffres. Et t'as fait tes devoirs. J'ai fait mes devoirs et j'ai vu qu'on jetait énormément de vêtements. 5 millions de tonnes de vêtements chaque année sont jetés en Europe, soit 12 kilos par personne. On consomme beaucoup plus
qu'il y a 20 ans. Dans les années 2000, c'était 20 pièces par personne par an. Dans les années 2020, c'est 40 pièces par personne par an. Et on les conserve 2 fois moins longtemps, c'est ça. ces pièces. Donc c'est ça l'impact concret de la fast fashion. C'est qu'on va dépenser beaucoup plus pour s'habiller, mais que nos vêtements vont durer beaucoup moins longtemps. Ouais, c'est ça. En fait, c'est du coup un vrai enjeu écologique parce que du coup, ça fait des déchets. Parce qu'on n'a pas encore parlé de toutes les pollutions que ça génère, mais c'est absolument effrayant. C'est ça, c'est qu'en plus, du coup, il y a un vrai enjeu aussi social dans le sens où quand on a des personnes qui nous disent, par exemple, on viendra dessus plus tard, en tout cas, c'est des questions que je me suis notées sur plus tard, mais quand on a des personnes qui nous disent que ça coûte cher, en fait, d'acheter, par exemple, en local ou quoi, ou d'acheter par des trucs qui sont de meilleure qualité en tout cas, ouais, mais en fait, tu as plus besoin de renouveler en fait quand tu achètes des choses qui sont de moins bonne qualité. Et donc en fait, c'est par exemple acheter sur Chine, du coup ça coûte moins cher à un moment T, certes, mais en fait c'est effectivement quelque chose qu'on va pas pouvoir garder longtemps parce que la qualité va très vite s'abîmer. On va même porter qu'une fois en fait. Voilà, en termes d'usage, en termes de lavage, etc. Ça va. Ouais. Ça, c'est un argument hyper intéressant qui a été théorisé par les Anglais. Donc, les chiffres sont justes, et non seulement on les porte, on s'en débarrasse 2 fois plus vite, mais surtout on les porte 3 fois moins. Donc, même quand on s'en débarrasse pas, on les a dans notre placard. Donc, ça s'appelle le cost per wear, en fait, le coût par portée. Et donc, si tu fais un calcul assez simple, donc coût d'achat versus coût d'usage, du coût d'achat de ton produit divisé par le nombre de fois où tu vas le porter, tu te rends compte qu'effectivement, un vêtement de qualité que tu peux garder 10 ans et que tu vas porter une vingtaine de fois par an va coûter quelques centimes par portée versus un vêtement Chine, effectivement, que tu vas porter 2 fois, même en l'ayant acheté 5 €, c'est hors de prix puisque bien sûr, c'est 10 €. Après, je pense que c'est un argument qui est super intéressant parce que justement ça déconstruit l'argumentaire économique fallacieux des porte-paroles de Chine comme Christophe Castaner qui dit la télé à des pauvres c'est dégueulasse, bien populiste et bien raccourci comme argument. Néanmoins, moi j'ai vraiment fait ce choix de travailler avec l'éco parce que je pense que le consommateur c'est hyper important qu'il soit sensibilisé, mais c'est pas malheureusement par lui ou elle que ça va changer la donne, et ce sont vraiment les entreprises qui sont responsables de la façon dont elles produisent des vêtements, de la quantité qu'elles mettent en marché, et même à la fin, on appelle ça la responsabilité élargie du producteur, on pourra peut-être en parler après, parce que ça fait partie de la loi anti-fast fashion, elles sont responsables aussi du devenir de ces vêtements usagés une fois que les gens s'en débarrassent. Et donc le citoyen ne devrait pas, un peu comme dans la food, avoir le choix entre mauvais pour sa santé et bio hors de prix. Eh ben, ça nous fait une bonne transition, du coup, parce que du coup, la deuxième partie un petit peu de ce live, c'était justement, en tout cas moi je voulais l'orienter aussi sur, effectivement, comment est-ce qu'on transfère aussi la responsabilité avec les discours qu'on a souvent il faut pas que vous achetiez Chine, etc. Enfin, en gros, une culpabilisation qu'il peut y avoir des individus qui du coup n'ont pas forcément la liberté financière ou mentale, etc. de se fournir d'un truc qui coûte plus cher. Et comment est-ce qu'on fait pour changer l'ensemble du système, pour faire en sorte que justement, en fait, ce soit l'ensemble du système qui permette de rendre accessibles des produits qui sont de meilleure qualité, locaux, ou en tout cas qui ne sont pas totalement nocifs et délétères pour l'environnement, pour le social, etc. Et donc, en gros, comment est-ce qu'on renverse un petit peu la charge, justement. Et donc, bah si, du coup, je voulais potentiellement que tu nous amènes potentiellement, toi, Chloé, à nous parler aussi du devoir de vigilance, vu que tu es eurodéputée. Je me suis dit que tu as peut-être une meilleure visibilité aussi sur cette réglementation qui est d'origine française, mais qui est maintenant transposée à l'échelle de l'Union européenne depuis 2024. Est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement en quoi ça consiste déjà le devoir de vigilance? Où est-ce qu'on en est actuellement? Et pourquoi est-ce que c'est important de le préserver aussi? Pourquoi est-ce que potentiellement actuellement il est en danger? Le devoir de vigilance, c'est une idée socialiste en fait. C'est une idée à l'origine portée par le député socialiste Dominique Potier, juste après le drame terrible du Rana Plaza au Bangladesh qui avait tué 1200 ouvrières, parce que c'était essentiellement des femmes. Il faut savoir que, et sous le contrôle de Victoire, les ouvrières qui travaillent dans l'industrie textile sont à 80% des femmes, et des femmes souvent très jeunes. Donc 1200 morts. Et le devoir de vigilance, ça vient simplement poser le fait que les multinationales ont un devoir de vigilance tout au long de leur chaîne de production.
Si elles ont une usine en Bangladesh et qu'ensuite elles importent tout ça pour le vendre à des consommateurs français, il faut que tout au long de la chaîne de valeur, elles s'assurent que les droits humains soient respectés, que les enfants ne travaillent pas, que personne ne soit mis en esclavage, pardon de le dire comme ça, mais il y a encore de l'esclavage dans le monde, de la traite d'êtres humains dans certaines industries, certaines usines. Et que leurs activités ne soient pas nocives à l'environnement, ne détruisent pas la biodiversité autour, ne rejettent pas des polluants dans les cours d'eau. Parce que, par exemple, sur l'industrie textile, aujourd'hui, 70% des matières textiles sont synthétiques. Et ça contient des microplastiques. Et c'est 200 000 tonnes de microplastiques, je crois, qui sont rejetées chaque année dans les cours d'eau et in fine donc dans les mers et dans les océans à cause de l'industrie textile. Donc ce devoir de vigilance, c'était un progrès immense qu'on avait réussi à décrocher au niveau européen sous la précédente mandature du Parlement européen, mais qui est aujourd'hui menacé. Puisque on a un front uni des droites et des extrêmes droites pour remettre en cause le devoir de vigilance des multinationales, pour nous dire que c'est trop de contraintes pour les entreprises, vous comprenez, que c'est trop de charges administratives et qu'il faut reporter l'application du devoir de vigilance, mais derrière, il y a une volonté de déréguler, en fait, de vider de son contenu cette loi. Donc nous, on essaie de se battre et de faire front, mais c'est pas facile dans un contexte où la droite et l'extrême droite ont une majorité s'ils veulent défaire ce texte. Donc il faut qu'on alerte le public sur ce sujet. Parce que le devoir de vigilance pour l'industrie textile, c'est notamment, mais pour plein d'autres industries, c'est clé pour qu'on puisse avancer vers une production de vêtements qui soit respectueuse des droits humains et de l'environnement. On n'a pas envie, nous, de se mettre sur le dos des choses qui auront contribué en fait, à mettre des gens en esclavage ou à polluer les mers et les océans. Donc en tant que consommateur, on a aussi cette exigence de transparence et de vigilance des entreprises qui produisent nos vêtements. Oui, c'est ça, parce que... J'ai une question suite à ce que tu disais. Tu disais qu'il faut qu'on informe au maximum. Est-ce que il y a un enjeu aussi pour vous à informer les consommateurs? Et si c'est le cas, quels moyens il et elle auraient pour faire pression justement pour éviter cette modification de texte de loi? Eh bien, déjà, il faut savoir que la position de la France, en fait, a changé sur ce texte de devoir de vigilance. Initialement, Emmanuel Macron et ses gouvernements étaient favorables au devoir de vigilance. Et aujourd'hui, notre gouvernement, malheureusement, a pris position contre. Donc, on a aussi clairement un devoir d'interpellation de nos élus, des ministres, du gouvernement, pour leur demander de ne pas revenir là-dessus. Alors, je sais qu'il y a des mobilisations qui sont en cours, mais on va s'organiser. Parce que voilà, on ne reviendra pas, on ne peut pas revenir en arrière sur ce sujet. Et surtout, du coup, comme tu disais, c'est donc une loi qui en fait contraint les entreprises littéralement. Et c'est ça que je trouve aussi quand même particulièrement intéressant, c'est que en fait c'est une loi qui dit vraiment, soit vous vous conformez en fait aux critères que nous on veut en fait pour les produits qui sont vendus en Europe en l'occurrence même, soit en fait du coup on peut vous interdire de vendre vos produits sur notre marché, soit sinon du coup vous pouvez aussi être soumis à des amendes, etc. Et en fait ça fait, c'est aussi ça en fait qui est essentiel en fait du coup dans cette inversion de la charge, c'est qu'en fait c'est vraiment aux entreprises, si elles souhaitent du coup en fait que des Européennes puissent acheter leurs produits, il faut qu'elles soient vraiment respectueuses en fait des normes qu'on peut avoir, qui sont pourtant effectivement pas non plus hors sol, qui sont voilà effectivement de respecter donc exactement. Les droits sociaux et en Europe on est plus de 400 millions de personnes. On a un énorme pouvoir de changer les règles de la mondialisation pour le progrès humain et environnemental. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ce pouvoir? Et en l'occurrence, ça bénéficie non seulement à nous, consommateurs, à la planète, mais à des tas de gens dans le monde entier, aux ouvrières qui, au Bangladesh, sont exploitées, sont sous-payées, travaillent 60 heures par semaine pour une misère. C'est aussi pour ces gens-là que le devoir de vigilance doit être maintenu et préservé. C'est pas juste pour nous. Et en continuité de ça aussi, c'était en 2023, je ne sais pas si vous aviez suivi, mais du coup, il y avait les socialistes qui avaient sollicité en fait l'OCDE pour que justement ils fassent une enquête sur Chine
pour voir justement en fait quelle est la... C'est Dominique Potier aussi. Voilà, oui, c'est dans la continuité aussi de ce devoir de vigilance, dans le sens où en fait justement ils ont dit là on pense que voilà, Chine en fait ne respecte pas du tout justement le devoir de vigilance qu'on demande. Et donc, on saisit le CDE. Est-ce que tu veux nous en parler, du coup, si tu avais suivi tout ça? Ouais, bah, Shein, c'est un dossier que je suis depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Je suis à l'origine de la pétition contre, c'est la marque d'un point de vue marketing, mais c'est contre le modèle économique de l'ultra fast fashion. Il y a 2 ans, qui a été lancé aux côtés de Yann Rivolan, qui est président de la Fédération du prêt-à-porter féminin, et à l'aide d'une avocate qui m'avait baqué sur les éléments de langage pour pas que je finisse avec un procès en diffamation. Mais donc, on avait inventé ce collectif, et en quelques semaines, on a eu 300 000 signatures, des relais dans plein de pays européens. Enfin, c'était assez génial. Et surtout, ça nous a amené secondairement à être interpellés par Raphaël Glucksmann, à rencontrer le gouvernement Le Maire, bon, ce qui a servi malheureusement à rien, mais en tout cas, ce qui était voilà, un bon signe faible, on va dire, à rencontrer aussi la DGCCRF, qui malheureusement aujourd'hui, et quand bien même justement il y a ces questions, enfin cette application du devoir de vigilance, il n'est pas suffisamment contrôlé. Ça, c'est une chose de mettre en place une loi, mais c'est une autre de la faire respecter. Mais donc effectivement, Dominique Potier avait mis en place cette saisine. Il y a plein d'autres mouvements qui ont été similaires, notamment parce qu'il y a eu une volonté de la part de la marque de cotation en bourse, de rentrer d'abord sur la bourse de New York, qui a été refusée parce que, je crois que ça s'appelle la SEC, qui est l'autorité des marchés financiers aux États-Unis, avait justement exigé une enquête profonde sur les chaînes de valeur, et les réponses de la marque étaient complètement obscures, donc ils avaient estimé que c'était trop dangereux et qu'ils ne pouvaient pas s'engager à la faire rentrer. Et là, elle peine depuis 1 an et demi à entrer sur la bourse de Londres, à être cotée en bourse à Londres, avec une vraie dévaluation au fil des mois de sa valeur en fait, marchande, notamment parce qu'il y a ces questions de transparence qui ne sont pas réglées. Évidemment, rien n'est appliqué. Et c'est intéressant de voir à rebond le renforcement vraiment hyper musclé du lobbying en fait, de la marque, qui va piocher notamment parmi les anciens du gouvernement des têtes d'affiche extrêmement bien payées pour balancer à la tête des médias des arguments super fallacieux. Combien est payé Castaner? Écoute, la rumeur parlait de 400 000 € la mission. Non, arrête. Initialement, 400 000 € la mission. Oh, wow. C'est une rumeur, mais qui a été quand même bien affirmée. Je ne sais pas si on se rend compte que ce monsieur, qui est ancien ministre de l'Intérieur de la France, qui est par ailleurs président du conseil de surveillance du port de Marseille, sous votre contrôle, un des plus grands ports de commerce français, aille comme ça se vendre, et lui et tout son carnet d'adresses et tout ce qu'il connaît des règles de notre pays et de son fonctionnement, à une multinationale chinoise qui, en l'occurrence, nuit à l'environnement, fait de la publicité agressive sur les réseaux sociaux contre les jeunes. Enfin, c'est une honte, en fait, cette affaire. Et je crois qu'il faudrait qu'on regarde. Je ne sais pas s'il y a des enquêtes qui sont en cours, mais moi, je trouve ça tellement inquiétant. C'est un manque d'éthique, pour moi, impardonnable. Surtout qu'ils sont une armée. Il y en a d'autres en Europe aussi. Günther Oettinger, qui était, lui, au Parlement européen, je crois, qui avait un poste à responsabilité à l'échelle européenne. En allemand, et c'est vrai que c'est catastrophique. Et ce qui est, je trouve, moi, vraiment profondément aberrant, je sais très bien que ces personnes-là, on les prend ni par les sentiments, ni par la cause sociale, ni par empathie pour le vivant et l'environnement. Mais pour moi, la première aberration du modèle de Chine et Temu, parce que peu importe, mais en l'occurrence dans la mode c'est Chine, elle est économique. C'est-à-dire que ces gens-là qui bossent sur le territoire français, qui ont travaillé pour le gouvernement, ne se rendent pas compte qu'ils torpillent leur propre économie en donnant autant de possibilités d'avoir de force et de part de marché. Et tu des producteurs de vêtements chez nous, c'est ce que tu veux dire? Ça, plus des emplois, puisqu'il y a une paupérisation totale des boutiques en fait, et des centres, des centres-villes, etc. Des centres-villes, pardon, merci, parce que la plupart des marques
et des petits commerçants ferment Ouais. parce que justement il y a ce report de la consommation à la fois sur le digital et puis sur les ultra bas prix, en particulier en période d'inflation. On voit que le driver c'est le prix, Ouais. d'où aussi la raison pour laquelle je trouve que l'argumentaire économique auprès du consommateur il est intéressant parce que leur faire comprendre. Alors l'argument santé quand il s'agit des enfants il parle un peu aussi. On n'en a pas encore parlé mais on pourrait évoquer. Si tu veux en parler juste après d'ailleurs. Oui. N'hésite pas. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour la santé? Tu veux dire les vêtements Chine? Oui, bien sûr. Bah, ça, c'est, disons que c'est un argument, mais qui touche justement même pas les politiques. Mais c'est vrai que, donc, économiquement, il y a ces fermetures de boutiques, ces pertes d'emplois. Évidemment, l'industrie textile qui, à 90%, s'est vidée de sa substance en France, mais ça depuis les années avant Chine. Mais c'est aussi une marque qui ne paye absolument pas sa TVA. Qui ne déclare pas ses impôts en France, qui fraude fiscalement parce qu'il y a un système de ce qu'on appelle les minimis. En fait, Chine a ce don justement pour la fraude à tous les étages, et notamment le système des colis qui sont valorisés à moins de 150 €, qui sont considérés comme des colis domestiques, et qui donc ne payent pas justement sont exonérés. les taxes. Mais ça va Ils changer. sont exonérés. Ok, t'es sur le coup. Et donc, c'est en ça que je dis économiquement, vraiment, c'est absolument aberrant. Aberrant qu'on continue. Et on se rend compte aussi que, on va dire, j'ai envie de dire les victimes de Chine, ce sont essentiellement des jeunes femmes. Ouais, c'est le public cible aussi. Le public cible. Sur les chaînes de production. Oui, alors celles qui achètent. en termes de clients, il y a un renversement de la tendance qui est assez intéressant. Initialement, c'était vraiment ciblé les jeunes, donc les 15-20 ans, avec des systèmes de paiement. Alors là aussi, on en pense qu'on en veut, mais via TikTok et des systèmes de paiement, des cartes un peu comme les, je sais pas quel âge vous avez, mais les cartes de crédit téléphonique prépayées qu'on avait. J'ai connu ça, sans doute pas toi. Voilà, j'avoue, en colo et génération X, génération Y. Mais on n'est pas du même bord. Mais bon, à l'époque, en gros, voilà, tu avais un forfait de téléphone avec X € à dépenser. Et il existe la même chose pour les achats sur Internet quand tu es un ado et que tu n'as pas de carte bleue. Et donc, ça, c'est justement le moyen favori de la marque pour pousser les jeunes à la consommation. Et on a vu, il y a peut-être 2 ans, un report justement de cette consommation, d'une part chez des hommes, et chez des gens plus âgés aussi, des gens de plus de 35 ans. Et malheureusement, là tu as raison, parce que c'est aussi une majorité de femmes, mais chez les tailles extrêmes, et notamment les personnes obèses, qui ne trouvent pas à s'habiller dans les marques conventionnelles, parce que ça, en fait, pour une marque conventionnelle, ça coûte très cher. C'est comme avoir une deuxième marque de proposer des grandes tailles, ce qui n'est pas un motif pour ne pas s'y engager, mais en tout cas c'est économiquement plus compliqué et techniquement plus complexe. Et en fait, des marques comme Shein, avec les mêmes outils qu'on a décrits, ont cette aptitude à avoir des largeurs de gamme qui sont immenses, et donc à proposer des choses un peu plus fantaisistes que des joggings ou des leggings qui sont souvent malheureusement ce qu'on trouve dans les grandes tailles. Et c'est ce qui fait que notamment dans des pays où l'obésité est endémique, comme par exemple au Royaume-Uni, on trouve, ça m'est arrivé il y a 2 ans dans les charity shops, donc vraiment les magasins de seconde main, mais du fin fond, c'était en Écosse, du fin fond de l'île de Harris, il y avait 80% de Chine en fait, 80% de fast fashion dans une boutique de seconde main. Et c'est hyper triste, ça va me permettre de faire une bonne transition avec la question de la santé, parce que en fait c'est aussi un cercle vicieux. Alors, cette question, elle est très très vaste, mais en gros, la façon dont Chine impacte la santé, il y a évidemment l'impact sur l'environnement. Tu parlais de microplastique, peut-être que vous connaissez cette donnée, on mange l'équivalent d'une carte bleue par semaine. Nous, tous les êtres humains. Non, je ne connaissais pas cette donnée, ça ne me rassure pas, mais c'est super. Adulte, voilà, on en a dans notre corps. En équivalent microplastique. Wow. Il y en a dans l'utérus, il y en a dans le cerveau, il y en a dans le sang circulant, il y en a dans les poumons. On dit que les bébés naissent prépollués aujourd'hui. C'est sympa, hein, voilà. Via le cordon ombilical, il y a des microplastiques qui passent. Donc, il y a évidemment les conséquences des microplastiques, de ces matières principalement synthétiques. Il y a tous les rejets toxiques dans les nappes phréatiques. Aujourd'hui, il y a plus de 80% des nappes phréatiques en Chine qui sont impropres à la consommation. 80%, c'est monstrueux, seulement du fait de l'industrie textile et du rejet des polluants chimiques, des colorants toxiques qui sont aussi azoïques et principalement pétrochimiques en fait, d'origine pétrochimique. Donc ça, c'est une première réalité. La deuxième, évidemment, c'est les rejets d'émissions carbone massifs, puisque transformer du polyester ou même transformer finalement du coton, n'importe quel vêtement, ça requiert une consommation d'énergie qui est monstrueuse, parce que tout ça est extrêmement mécanisé. Donc aujourd'hui, on sait que sur un vêtement,
avant son achat, donc du coup de crayon, au moment où il est en boutique, il y a 2/3 de la pollution qui est liée à justement la fabrication des matières, la transformation des matières via la mécanisation pour la filature, le tissage, le tricotage, etc. Et ensuite l'assemblage. Donc l'extraction aussi peut-être. L'extraction. Vu qu'il y a quand même beaucoup de polyester. Bien sûr, l'extraction du pétrole, sa transformation dans les raffineries. Mais le coton, on en parlait en préambule, est aussi une très mauvaise matière qui a faussement bonne presse. Parce que pour plein d'autres raisons, mais ça requiert énormément d'eau aussi, énormément de pesticides et d'engrais, qui sont des intrants pareils, d'origine fossile, qui sont très persistants et donc d'un point de vue de la pollution des sols, elle perdure à très long terme. Et le coton, c'est aussi une matière qui se transforme mécaniquement. Et tout ça, donc ramené à des très gros volumes de vêtements, à plus forte raison qui sont considérés jetables ou quasiment, on se rend compte qu'il y a une pollution au moment de la production et une pollution au moment du déchet. Mais là où la question de l'impact direct sur la santé humaine est vachement intéressante chez Shein, c'est que, donc tu parlais de la réglementation européenne, parmi les lois qui sont faiblardes mais quand même indispensables, on a REACH, qui est un référentiel qui date de 2007, sur les produits chimiques. Légifère exactement les produits chimiques et les seuils autorisés. Malheureusement, qui n'a pas été révisé depuis, qui est plein de lacunes, mais néanmoins quand même contraignant. Encore plus de devoirs, Chloé. Mais c'est problématique parce que en fait, il y a des centaines de milliers de produits chimiques qui sont produits chaque année, qui sont mis sur le marché, qu'on passe des années pour savoir quels sont les seuils en fait en termes d'analyse, quels sont les seuils qui devraient être appliqués d'un point de vue réglementaire, et qu'ensuite on les applique en Europe, mais qu'il y a plein de produits, dont Shein, qui passent finalement sous les radars, qui ne sont pas contrôlés aléatoirement de façon suffisamment stricte. Et donc, certaines ONG comme Greenpeace ou certaines entités comme des fédérations en France ont fait un testing aléatoire en fait, sur une commande d'une quinzaine de produits, et notamment pour bébés, et se sont rendus compte, la dernière était en Corée il y a quelques mois, de taux colossaux de produits chimiques formellement interdits dans des vêtements pour bébés. On parle par exemple de taux d'arsenic 600 fois supérieur à la norme, de cadmium, de métaux lourds, qui se retrouvent dans des vêtements pour les enfants, qui sont formellement interdits en Europe. Mais qu'est-ce qu'il faut acheter pour ne pas avoir... Qu'est-ce qu'il faut acheter dans les vêtements pour bébés pour pas avoir ça, quoi? Alors pas du Shein, ça, du coup. Et je disais, donc la boucle par rapport au UK, ce qui est tristissime, c'est que tous ces composants toxiques sont aussi des perturbateurs endocriniens. En fait, ils peuvent être cancérogènes, allergènes, ils ont tout un tas de joyeusetés en termes de maladies possibles, de champs des possibles sur les maladies. La perturbation endocrinienne, c'est en fait nos hormones, les petits messagers qui font circuler des informations entre les organes, la thyroïde, le cerveau, le système génital, le système digestif, qui ne fonctionnent plus en qualité ou en quantité, qui sont déréglés. Et on sait que notamment la question de la satiété et la question de l'obésité peut être liée à des perturbateurs endocriniens qu'il y a dans les composants plastiques. Les courbes, elles sont assez parallèles. En fait, au UK, on a montré que la courbe d'obésité infantile et la courbe d'usage des polluants toxiques d'origine chimique, elles étaient strictement parallèles. Et donc, c'est en ça que je dis que c'est terrible, parce que porter des vêtements Shein, quand vous êtes obèse, potentiellement, c'est encore pire pour la maladie dont vous souffrez, et ça renforce négativement les symptômes que vous avez. Qu'est-ce qu'il faut acheter ? Alors, les vêtements pour bébé, idéalement, faut récupérer des choses qui ont... Le top, c'est les bodys qui ont 10 ans, 15 ans, qui ont été portés par plein de bébés, qui ont été lavés plein de fois, parce qu'à l'époque, le coton était de meilleure qualité. Qu'il était moins pollué, parce que les sols étaient plus propres, qu'il y avait moins de pesticides, qu'il était moins blanchi aussi, parce qu'il y a tous les lessives en fait, itératives de ces matériaux, le blanchiment, les teintures, des vêtements qui sont le moins teints possible aussi, parce que chaque colorant, aujourd'hui 99% des colorants textiles, c'est du pétrole. Il y a très peu de colorants végétaux. Et donc, après, aller plutôt vers des matières naturelles, idéalement certifiées. Tu vas avoir la certification GOTS, par exemple, qui fait vraiment légion pour le coton biologique. La certification Ecotex, elle garantit pas que c'est bio, mais elle garantit qu'il y a une innocuité du produit. Ça veut dire quoi, ça ? Innocuité, ça veut dire qu'il n'y a pas de danger pour la santé, pour la personne qui l'a fabriqué. Ecotex. Ou pour la personne qui le porte. Voilà, et globalement, donc des matières certifiées, en sachant que, là encore,
les labels, c'est un peu la jungle et qu'il y a certains faux labels qu'il faut absolument éviter. Et notamment, il y en a un, si vous devez retenir un très bon label, c'est GOTS. OCS, équivalent aussi, GOTS ou OCS sont les mêmes standards. Le label pour la santé, enfin l'innocuité des produits, c'est Ecotex. Et le label à éviter, qui est full greenwashing, c'est BCI, donc BCI, qui est en fait un faux label qui a été créé par une coalition de grandes marques, dont C&A, H&M, etc., qui stipule au départ qu'on utilise moins de pesticides et moins d'engrais. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y en a quand même qui sont incapables de savoir quel est le dosage et qu'il y a pas de traçabilité sur les balles de coton. Donc on va mélanger du coton indien, du coton éthiopien qui ont été cultivés différemment. Et puis on va mixer tout ça et le labelliser BCI avec une jolie étiquette verte pour les marques de fast fashion. Donc c'est absolument pas du bio. Globalement, jusqu'ici, c'est du greenwashing. Je peux vous renvoyer sur un super docu, une enquête cache investigation sur le coton, qui a 2-3 ans, mais qui, je pense, n'a pas pris une ride sur le sujet. Malheureusement, toujours d'actualité. Et on aura aussi, pour savoir se repérer et savoir quoi acheter comme vêtements, ton application. Score. Ouais. Score. Effectivement, Score, on replace la chose. Score qui va être... alors vraiment, j'insiste sur le côté application qui décrypte les marques. Pourquoi ? Parce que tu l'as mentionné très bien en intro, l'affichage environnemental, c'est un projet issu d'une demande émanant de la Convention citoyenne pour le climat. Donc ça fait l'objet de 3 ans de recherche et développement par une super équipe gérée par Pascal Dagras, qui est un ingénieur très brillant et qui a développé une plateforme qui s'appelle Ecobalise, qui est open source. Vous pouvez taper Ecobalise avec un Y sur Internet, qui est une plateforme qui permet aux marques de simuler l'empreinte sur l'environnement, carbone, eau, biodiversité d'un vêtement. Donc vous pouvez dire, voilà, j'ai un t-shirt en coton bio qui pèse 110 grammes, le coton il a été ramassé ici, il est teint avec ça, il a été tissé à tel endroit, et donc ça tient compte du mix énergétique du pays, ça tient compte de tout un tas de paramètres hyper intéressants. Pourquoi est-ce que nous, on choisit donc de ne pas s'intéresser aux produits ? Parce que contrairement à la food, première des raisons, en fait le turnover, il est tellement important dans les vêtements que c'est impossible d'être à jour sur les données. Quand tu scannes le Nutella avec Yuka, la recette elle change pas. Entre il y a 3 ans et maintenant, il y a peut-être un pouillème d'un ingrédient qui va varier, mais ça ne change pas. Et par ailleurs, dans l'alimentation et la beauté, la déclaration stricte des composants, elle est obligatoire légalement. Dans la mode, c'est le flou artistique le plus total. La plupart du temps, les marques ne savent pas elles-mêmes. Elles savent dire remonter à ce qu'on appelle le rang 1 ou le rang 2, c'est-à-dire je sais à qui j'ai demandé d'assembler les morceaux de tissu et je sais vaguement à qui j'ai acheté mon tissu. Mais remonter jusqu'à qui a filé la matière, qui l'a tissé, qui l'a teinte, où est-ce que le coton a poussé, c'est justement le nerf de la guerre en ce moment et des informations que la plupart des marques n'ont pas. Donc en fait, une application qui évalue un produit, à plus forte raison que ce produit change toutes les semaines, voire tous les jours avec Chine, c'est impossible à mettre à jour. Et moi j'ai une question après pour toi. Tu veux, dis-moi. J'ai une question parce que... J'en profite juste. Pour les personnes qui nous suivent du coup en live aussi, n'hésitez pas. On est là jusqu'à 19h. J'ai encore 20h. 20h, pardon. On a commencé à 19h. Donc il nous reste encore une vingtaine de minutes. Mais on va aussi quand même très rapidement aussi revenir sur la PPL, la proposition de loi qui arrive au Sénat bientôt, qui a commencé à être examinée en commission. Donc on va quand même se laisser un petit peu de temps aussi sur ça. Je vous dis ça, attention. Mais si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas. Donc pour les personnes qui seraient pas là depuis le début. Pardon si ça résonne. Résonne. Ouais, je sais. Moi j'ai tendance à parler fort. Mais du coup, donc je vais parler moins fort. Donc on est avec Chloé Ridel, qui est députée européenne et porte-parole du Parti socialiste, et avec Victoire Sato, qui est fondatrice médecin. Et également donc fondatrice de The Good Goods, qui est en gros on va dire un média en ligne qui permet de s'informer sur les avantages, problématiques, enjeux de la mode, pour savoir etc. comment s'habiller sans détruire la planète et sans exploiter les gens. Je vais le résumer comme ça. Beaucoup mieux dit. Et donc moi j'ai une question pour toi Victoire, c'est l'eau. Oui. Parce que j'ai vu que pour produire 1 kilo de textile, il fallait 11 000 litres d'eau. Que pour produire un jean, il fallait 7 000 litres d'eau. Ça me paraît effrayant.
Et je me demande comment est-ce qu'on pourrait arriver à produire, est-ce qu'il est possible d'arriver à produire un jean ou du textile avec moins d'eau? Alors la réponse est oui. Globalement, toutes les questions que vous pouvez vous poser sur est-ce qu'il est possible de résoudre tel problème dans la mode, la réponse est oui. Il y a une solution qui existe, il manque juste de volonté politique et en termes de gouvernance dans les entreprises et de leaders charismatiques, inspirants et audacieux ou audacieuses, mais qui veuillent bien s'intéresser à faire les choses différemment. En gros, on l'a dit en préambule, que ce soit l'eau ou n'importe lequel des impacts, la mode elle a un problème de volume. Si tu fabriques un jean et que tu vas le porter pendant 20 ans, effectivement, il faut en moyenne, c'est même quasiment 10 000 litres d'eau pour faire pousser le coton, les lessives dont on a parlé, la teinture, etc. Néanmoins, si tu le portes pendant 20 ans, tu vas le désimpacter. Et donc finalement, si on avait tous une consommation relativement raisonnable, ce qui induit, ce qui inclut ce qui est sous-tendu par une production raisonnable et un spamming marketing aussi raisonnable, et moins d'incitation à l'achat, on pourrait s'habiller, on pourrait renouveler sa garde-robe régulièrement, mais sans être justement dans cette frénésie qui est le nœud du problème. Donc effectivement, ça consomme énormément d'eau. Historiquement, c'était le cas. Aujourd'hui, il y a plein de méthodes qui permettent de réduire à différentes étapes de la chaîne de production. Tu prends d'abord la matière. Finalement, le coton le plus écolo, c'est du coton qui existe déjà. En France, on dit souvent que on fait pousser du coton dans nos placards. En fait, on a un vivier de coton. On peut pas, notre sol est pas assez, notre climat est pas assez chaud pour faire pousser du coton, mais on en a plein nos armoires. Et le coton, c'est une des matières qui se recycle le mieux. Et donc, si on était capable de collecter, de trier correctement et d'avoir un gisement de matière suffisant pour que ce soit en fait la même matière d'une qualité homogène, on serait capable, et c'est déjà le cas à certains endroits de la planète et pour certaines marques, de faire du coton recyclé qualitatif, qui utilise beaucoup moins d'eau parce que tu bypasses la culture de la plante, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que maintenant, toutes les méthodes de teinture et ou de ce qu'on appelle le bleaching, le délavage, tu vois, on a 3 jeans. Le mien, il est brut et je l'ai poncé, donc il était vraiment bleu indigo, et puis il s'est patiné avec le temps. Le tien, il est clair, donc tu l'as probablement acheté déjà un petit peu blanchi ou éclairci. Ça, avant, ça se faisait à grand renfort d'eau de javel ou bien de méthodes de sablage mécanique. Aujourd'hui, on a donc l'ozone qui permet, avec de la vapeur d'eau et quasiment rien, d'être hyper épargnant. Mais forcément, ça coûte un petit peu plus cher. Il y a une boîte géniale qui s'appelle Ginolgia qui fait ça en Espagne. Mais donc, en fait, finalement, produire moins de vêtements de meilleure qualité avec des meilleures matières et des méthodes moins gourmandes en ce que tu veux, en énergie et en ressources, ça a un prix. Et donc, ça voudrait dire être capable de basculer dans un système où on arrête ce discount infini pour vendre des produits qu'on produit en trop grande quantité et qu'on n'arrive pas de toute façon à écouler. Je ne l'ai pas dit, mais donnée hyper importante. Oui. Dans la mode, il y a en moyenne, on estime autour de 30% de tout ce qui est produit qui ne sera jamais vendu. T'imagines le gâchis? Pourquoi? Parce que les marques, ça leur coûte et qui ne sera pas forcément recyclé parce qu'il y a 30%. T'as dit 30%? Pas du tout. 30% en moyenne. Ouais. Et qui finit d'ailleurs souvent, quand on voit les images des déchets sur la plage, on dit c'est les citoyens qui jettent ça n'importe où. Oui. Pas du tout. Il y a aussi une grande partie des invendus des marques. Il y a une OP géniale, je fais une petite digression, mais parce que ça vaut vraiment le coup d'aller voir, sur Desierto Vestido. C'est une ONG au Chili, donc à Atacama, qui est le désert d'Atacama. C'est à pleurer, c'est en fait une réserve, une décharge textile à ciel ouvert qu'on voit depuis la Lune, qu'on reconnaît depuis la Lune, parce que c'est là où on va déverser chaque seconde l'équivalent d'un camion chaque seconde, chaque jour de la vie. Et pourquoi est-ce que ça termine dans le désert d'Atacama? Parce que, alors ça c'est, ça dépend du circuit, on parlait de la REP en intro, mais en gros, quand tu donnes tes vêtements, que ce soit dans un charity shop ou dans une borne de collecte, tu as différents systèmes dans différents pays de tri, plus ou moins scrupuleux, et différentes manières de se débarrasser des vêtements. En France, on a un système qui tient relativement la route, donc on appelle la responsabilité élargie du producteur. Les marques, à chaque fois qu'elles te vendent un vêtement, elles payent une éco-contribution. Et cet argent sert à structurer les filières de collecte, de tri et de recyclage et de recherche pour le recyclage. Les filières de tri, elles trient ce qui est de qualité
et ce qui est de moins bonne qualité. qualité. Où va cet argent? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre qui aujourd'hui font du tri, de la collecte de vêtements et de la revente. Ouais, non, il y a tout le système de Alors relais. que toi, tout le système des relais, relais les boîtes, qui est basé beaucoup sur l'économie sociale et solidaire. C'est un autre gros sujet parce qu'il y a une situation de monopole qui est très discutable. Mais en tout cas, pour répondre à ta question sur comment ça finit là-bas, une fois qu'on a fait ce tri, il y a des vêtements de qualité qui repartent dans un circuit de seconde main sur le territoire français et des vêtements de moindre qualité mais qui sont quand même en bon état, qu'on exporte dans des pays où il y a à nouveau une réexploitation commerciale, un système de vente de seconde main, un marché de la fripe dans d'autres pays, d'autres continents, il existe depuis des années et des années. Et puis, ce qui est vraiment de basse qualité, dégradé, on en fait des chiffons ou du rembourrage ou des isolants pour le BTP. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'en fait, on a de tels volumes de collecte que les centres de tri sont hyper saturés, que du coup, ils trient de façon moins scrupuleuse. Tu as des pays comme les États-Unis, l'Allemagne, l'Australie, où il n'y a carrément pas de tri. Et donc, ils envoient une grande majorité de vêtements de fast et d'ultra fast fashion qui sont de très mauvaise qualité, dont les gens n'ont pas voulu dans les pays développés et dont les gens ne veulent pas dans les pays moins développés. Et donc, comme ils n'ont pas de système de recyclage sur place, ils les mettent dans des décharges à ciel ouvert. Et aujourd'hui, c'était une donnée que m'avait donnée un membre du relais du Sud-Ouest il y a quelques semaines. Il y a un vêtement sur 3 Chine qui est donné avec son étiquette. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas porté, qui n'est jamais porté. En fait, les gens commandent, ils ont tellement... En fait, un t-shirt, j'ai fait le test moi-même, j'ai acheté un t-shirt à 2,12 € sur Chine. Et alors ? Et alors, à 2,12 €, vu que le t-shirt est moche, tu le portes pas, mais tu ne prends pas la peine de le renvoyer. Oui. Parce que c'est ça aussi. En fait, c'est que c'est tellement peu cher qu'en fait, ça n'a pas de valeur, littéralement. Exactement. Et donc, pour simplement compléter sur l'histoire des déchets, en fait, il y a aussi nombre de déchets qui sont des invendus des marques, qui les foutent dans des containers et qui se débarrassent de leurs produits invendus de cette façon. Et donc, l'OP en question à Atacama, cette ONG récupère des vêtements neufs qui ont été jetés, de marques comme Calvin Klein, Zara, etc. Ils les remettent en état et ils ont fait un site e-commerce hyper sexy où ils disent aux gens, on vous les donne, vous payez juste les frais de port. Et à partir du moment où ils ont été jetés, on peut s'en accaparer. Donc, trop bien. Ouais, c'est vraiment une industrie qui marche sur la tête et c'est un peu la seule à fonctionner comme ça, quoi. Pardon, vas-y. Là, je me permets de vous interrompre parce que du coup, je veux juste finalement qu'on revienne juste 2 secondes donc, sur la proposition de loi qui arrive au Sénat. Bien sûr. Parce que le temps file et que je ne sais pas si vous êtes disponible après pour rester jusqu'à 20h30, mais voilà. Donc juste très rapidement, donc comme on le disait en début, on a une proposition de loi donc, qui va arriver effectivement au Sénat qui, je cite, vise à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Elle a déjà été examinée en commission suite à son premier passage à l'Assemblée nationale. Elle avait déjà été adoptée par l'Assemblée nationale à l'unanimité en plus, si je ne me trompe pas, et a été quand même assez fondamentalement changée en commission du Sénat avant d'arriver donc en séance publique. Elle sera étudiée en séance publique à partir de début juin et donc votée normalement le 10 si tout va bien. Mais donc du coup effectivement il y a eu plusieurs changements dans cette proposition de loi suite à son là dans les dernières semaine, du coup c'était en mars qu'elle était étudiée en commission si je me trompe pas. Et donc du coup il y avait pas mal d'enjeux. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait la prémisse en fait de cette proposition de loi, c'est comment est-ce qu'on définit effectivement la fast fashion. Et donc il y avait déjà pas mal de débats sur est-ce qu'on définit des seuils, est-ce qu'on inscrit, du coup donc par exemple le nombre de références annuelles à partir de 10 000 références annuelles, nouvelles références annuelles, est-ce qu'on considère que c'est de la fast fashion par jour, ou en pas? l'occurrence pour Chine, c'est 10 000 nouvelles références Oui, mais je donnais des exemples, pardon. Non, en l'occurrence, c'est dire à quel point les volumes sont énormes. C'est ça. Les socialistes, du coup, avaient proposé, par exemple, un abonnement à cette proposition de loi pour que, du coup, ce soit à partir de 1 million de nouvelles références chaque année qu'on puisse commencer à considérer que ce soit de l'ultra fast fashion. Ça n'a pas été accepté. Mais du coup, il y a donc un double enjeu. Donc, il y a une définition aujourd'hui qui n'inclut pas le seuil de référence, qui, du coup, apparemment serait donc à décider par décret. Le gouvernement a dit qu'en gros, ça permettrait qu'il y ait une plus grande variabilité en fonction de l'évolution des marques, en gros, pour éviter que les marques s'y adaptent trop. Mais du coup, ce qui, moi, m'intéresse aussi particulièrement, c'était l'obligation d'affichage, donc, comme on le disait,
de l'impact environnemental et également de l'impact social. Sur les vêtements, sur les vêtements, exactement. Sur les vêtements, ou en tout cas au moment où on achète, donc soit en ligne quand on achète en ligne, soit du coup dans la boutique quand on achète en boutique. Je sais pas trop, je suis pas législatrice. Mais du coup, en tout cas que ce soit vraiment visible justement d'ailleurs, et au moment où on l'achète, et pas juste par exemple, si je suis en boutique, qu'on me dise faut que tu ailles voir l'information par exemple sur le site pour savoir ce qui se passe. Et donc ça, je trouvais ça intéressant aussi parce que donc c'est notamment aussi justement un amendement des socialistes qui ont voulu justement aussi rajouter cet élément social parce que donc voilà, la question de l'affichage et de la visibilité de l'impact environnemental, c'était un enjeu depuis un moment déjà. Mais donc voilà, est-ce que potentiellement voilà, vous avez quoi que ce soit à dire déjà par rapport à ça potentiellement? Et sur cette loi, non, mais c'est Victoire qui va nous raconter, mais pour dire que c'est une loi qui a été adoptée, je crois, à l'unanimité. Ouais, à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale en 2024, et on attendait avec impatience qu'elle arrive jusqu'au Sénat pour qu'elle soit enfin adoptée. C'est ça. Et Victoire a beaucoup travaillé sur cette proposition de loi, donc oui, j'ai cru comprendre, donc c'est pour ça que je te regardais particulièrement. On finisse avec la fast fashion et l'ultra fast fashion. Oui, alors j'aimerais bien, mais cette loi, elle a été d'abord portée par Anne-Cécile Violent, donc qui est une députée, effectivement votée en mars 2024, et depuis, on était suspendu au bon vouloir des sénateurs et surtout à une date de mise en examen. Entre-temps, il y a eu la dissolution et toutes les turpitudes gouvernementales qu'on connaît. Mais il y a surtout eu, on l'a évoqué, le poids des lobbies qui a fait une énorme pression. Des lobbies de l'ultra fast fashion, mais des lobbies aussi de la fast fashion qui justement avaient peur de finir en étau sous les préceptes de cette loi. Et c'était le but au départ. Anne-Cécile Violent, son projet, c'était vraiment de réguler aussi bien Primark que Shein. Cette loi, donc, elle a été plusieurs fois retoquée. Il y a eu une énorme mobilisation quand même de la part d'ONG, de citoyens, nous sur le média, enfin c'est des communications qui ont fait beaucoup de bruit, de la part de corps politiques, de leaders d'opinion, de différents bords. C'était assez intéressant pour interpeller le gouvernement en fait sur les réseaux en disant mais qu'est-ce que vous foutez, il faut. En plus il y avait un petit peu ce truc de cette sensation de fierté nationale et de se dire super, la souveraineté industrielle de la France, on la défend, la mode française. On est le pays de la mode. Voilà, on veut dire quelque chose, plus, de réguler en faveur de la qualité, de la justice sociale, de plus de loyauté dans la concurrence aussi, parce qu'on a parlé de la question économique. Tout ça est retombé un petit peu comme un soufflet. Et donc, entre-temps, la rapporteuse de la loi, Sylvie Valente-Lehir, a essayé d'arrondir les angles, notamment après des discussions sans fin avec les marques et sous la pression des lobbies, en disant, effectivement, on va essayer d'assouplir et de simplifier les termes, d'être un petit peu moins contraignant, parce que le texte était hyper ambitieux. Et c'est d'ailleurs génial qu'il ait été adopté à l'unanimité. En gros, dans la première version, ce qui avait de très fort, c'était effectivement l'obligation d'affichage environnemental pour toutes les marques. Alors, environnemental pour l'instant, l'affichage social n'existe pas encore et la méthodologie de calcul, elle est infiniment complexe pour toutes les raisons qu'on a évoquées, notamment de traçabilité sur les produits et donc du coup hyper compliqué de pouvoir... Enfin, disons que si on mettait, même si la proposition est louable, si on décidait demain de dire il faut un affichage social, on reperdrait 3 ou 4 ans avant la définition, la méthodologie qui permettrait de calculer, tandis que l'affichage environnemental, il est prêt. Là, il sort en donc juin cet amendement prochain. socialiste sur l'affichage social, il passera pas. En tout cas, il faut que ce soit dans les esprits. Et il y a, Bicorp travaille aussi à ce qu'on appelle le Human Rights Watch, etc. Donc, c'est un mouvement, mais ça peut pas être, à mon sens, et je le dis après avec humilité, je pense que ça ferait du tort dans le sens où ça retarderait ce projet de loi en particulier. Mais après, ça n'empêche qu'il y a la CSRD, tout ce qu'on connaît à côté, d'autres textes relatifs au devoir de vigilance ou à la traçabilité. Donc l'affichage environnemental, hyper important aussi parce que dans la version française de l'affichage environnemental, contrairement à la version européenne, il y a notamment ces
ces instruments qui permettent de mesurer l'intensité du marketing, l'intensité des soldes, à quel point on vous matrixe le cerveau pour que vous achetiez des nouvelles choses, etc. Donc ça va changer. Qu'est-ce qui va changer avec cette loi ? Alors, dans le premier texte de loi, tel qu'il a été proposé initialement, avant qu'il soit rectifié, il y avait ça qui était très fort. Il y avait aussi donc un bonus-malus à l'éco-conception relatif à cet affichage. Donc en gros, ça veut dire quoi ? Vous êtes une marque de fast fashion, vous produisez un produit dégueulasse. Vous avez un malus, c'est-à-dire que vous allez payer entre 1 et 10 euros de taxes supplémentaires par produit que vous voulez mettre en marché, ce qui est monstrueux quand vous appelez Chine. Très dissuasif du coup. La moyenne du produit, c'est 4. En revanche, si vous êtes une marque qui fait les choses bien, vous allez au contraire avoir moins de taxes à payer et jusqu'à 10 euros de taxes en moins ou d'intéressement. Donc ça aussi, hyper important. Et a priori, le bonus-malus à l'éco-conception dans la V2 de la loi, il saute. Qu'est-ce qu'il y a également ? Il y a l'interdiction de la publicité. C'est ce que j'allais dire, ça, c'est hyper fort. On en parlait tout à l'heure, tu disais à quel point justement par exemple Shein est extrêmement virulente dans tout ce qui est publicité et oui, en fait, marketing extrêmement agressif. Et oui, donc du coup, effectivement, initialement, il y a eu adoption d'interdire l'ensemble de la publicité sur les réseaux et l'influence. Donc vraiment, ça aussi super fort parce que majoritairement, Chine, sa stratégie, c'est l'influence. Le nouveau texte de loi proposerait non pas d'interdire la publicité, mais juste un petit bandeau comme mangerbouger.fr, en disant pour votre santé, consommez moins de fast fashion. Et surtout, l'interdiction de l'influence. C'est ça. En fait, toutes les pubs pour la fast fashion, elles sont essentiellement sur les réseaux sociaux, c'est ça ? Là, du sur coup, Instagram, sur Facebook. Mais là, du coup, en gros, elle prévoit d'interdire seulement la pub par les influenceurs, quoi. Oui, alors le problème de ça, c'est qu'il y a un contournement hyper facile. En gros, c'est la pub rémunérée pour les influenceurs. Mais aujourd'hui, Chine ne rémunère quasiment personne. En fait, ils envoient des bons d'achat ou des colis à hauteur de $200. Et donc, les gens reçoivent ça chez eux et se disent « Génial, je vais faire un haul pour montrer tout ce que j'ai. » Mais à aucun moment, il y a eu de transaction financière. Et donc, du coup, cette interdiction de l'influence rémunérée, elle est hyper facilement contournable. Il y a aussi la définition de la fast fashion relative, qui sortirait finalement les plateformes de revente multimarques de ce texte de loi. Donc, ça veut dire que Temu, en fait, il n'est pas inquiété. Et ça veut dire que demain, Shein peut devenir un ASOS équivalent. C'est ce que j'allais dire, ASOS, et par exemple, finalement, pareil, être complètement en capacité de contourner le texte. Donc, il y a plein de choses comme ça qui font que on était hyper optimiste et que là, on est quand même très remonté. Parce que si le texte est voté en l'état, malheureusement, il va servir à pas grand-chose. Il a été pas mal détricoté. Mais du coup, le tambour final. Voilà, on a les socialistes du coup qui ont quand même l'air pas mal au taquet pour essayer de réintroduire un petit peu pas mal de choses en séance. Mais bon, je vais pas développer là. Je vous laisserai suivre la séance si jamais au Sénat du coup. Il y a plusieurs choses que je voulais aborder, mais on va peut-être dépasser un petit peu si c'est OK pour vous. Et parce que je voulais quand même que toi, potentiellement, Chloé, parce que il me semble que tu t'es quand même pas mobilisée pour tout ce qui est transition des modes d'emploi vers un emploi qui soit plus durable. Et du coup, je me demandais potentiellement, qu'est-ce que toi tu réponds par exemple aux gens qui disent que en fait, si on met des actions écologistes comme ça, comme le fait de vouloir réguler la fast fashion, en fait, c'est de la décroissance et c'est détruire en gros l'économie. Qu'est-ce que tu leur réponds ? En fait, il n'y a pas d'emploi sur une planète qui est détruite. Déjà, ça c'est la première chose à répondre. Et encore une fois, je pense pas, en l'occurrence, les emplois qui produisent nos vêtements, ils sont hélas plus du tout en France, même plus du tout en Europe. Ils sont en Asie, ils sont au Bangladesh, on en parlait tout à l'heure. Et je crois pas que déléguer notre production de vêtements au Bangladesh soit un cadeau que l'on ferait au Bangladesh ou un moyen de développer le Bangladesh. Pour développer un pays, pour apporter du progrès humain, il faut plutôt des infrastructures de santé, d'éducation, de sécurité, de justice. C'est ça le développement. C'est pas juste de délocaliser des usines pour produire des vêtements où les salariés sont exploités, travaillent 60 heures par semaine dans des conditions catastrophiques et que tout ça pollue. Donc, je crois que déjà, il faut qu'on se rende compte
qu'on achète moins de vêtements. Moi, j'ai la chance d'avoir encore ma grand-mère qui a 90 ans et à chaque fois, tout ce qu'elle porte sur elle, elle me dit « Ah mais ça, je l'ai depuis 30 ans. Ah mais ça, je l'ai depuis 40 ans. Ah mais ça, je l'ai depuis 25 ans. » Et parfois, je lui dis « Mais arrête de me dire depuis combien de temps tu as tes vêtements ?» Parce que pour elle, c'est une sorte de fierté, mais tu vois, c'est pénible parce que je lui dis « Ah mais c'est joli ton, je sais pas moi, ta chemise. Je l'ai depuis 44 ans. » C'est la première chose qu'elle me dit. Et donc, en fait, nos grands-parents, alors après, c'était aussi une question d'économie, hein, il y avait pas, les miens n'avaient pas beaucoup de moyens, mais il y avait cette culture d'acheter des vêtements qui durent. Il y avait pas, ça n'existait pas, la fast fashion. Et donc, on a réussi à vivre sans fast fashion. Je pense qu'il faut qu'on s'y réhabitue, parce qu'en plus, comme disait Victoire, si tu calcules le coût aux vêtements, c'est beaucoup plus cher d'acheter chez Shein que d'acheter dans une autre marque avec des vêtements de meilleure qualité. Donc il faut vraiment que on puisse aussi, il faut que le gouvernement joue son rôle d'alerter les consommateurs, notamment les jeunes, mais tous les consommateurs et les consommatrices sur les risques que ça a pour leur porte-monnaie, pour leur santé, pour leur environnement, pour l'avenir de leurs enfants, d'acheter de la fast fashion, d'acheter des vêtements de basse qualité. Je pense que chacun est capable de comprendre ça et personne n'a envie en achetant des vêtements, alors on se fait plaisir, de détruire des vies et la planète. Donc voilà, la question de la mode et de la régulation de la fast fashion, c'est tout un projet pour préserver les communs et avancer vers un monde beaucoup plus juste et puis sortir aussi de cette logique consumériste, voilà, et d'achat compulsif. Et ça, c'est vrai que ça émane aussi beaucoup des réseaux sociaux qui vont capter notre attention. Moi-même, je suis séduite parfois par des pubs que je vois passer sur Instagram. Je me dis, tiens, je vais acheter ce... je sais pas moi. On reste humaine, malheureusement. On reste, voilà. Et après, j'appuie et au bout de 5 minutes, je me dis, mais attends, j'ai pas besoin de ça. Mais c'est dur de résister à ça. Donc, c'est pas à nous de prendre sur nous en permanence. Il faut aussi responsabiliser les entreprises derrière ça. Il faut que la puissance publique, que le gouvernement joue son rôle. Et donc, au niveau européen aussi, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et on le fera. On parle notamment, on avait créé ce qu'on appelle une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Qui en fait mettait une taxe sur l'empreinte environnementale de chaque produit pour l'aligner avec ce qui se passe en Europe. Et on veut faire en sorte que cette taxe carbone elle puisse aussi s'appliquer aux vêtements parce que c'est pas le cas aujourd'hui. On veut taxer Shein. Tu parlais du fait que les colis en dessous de 150 € de vêtements qui entrent en Europe ne sont pas taxés. Du coup, pour Shein, c'est une aubaine. Si ça coûte 2 € ton vêtement, tu fais des colis en dessous de moins 150 € et t'es jamais taxé. Et donc, tu as un avantage. Et ça, on va le faire sauter. On va faire en sorte que l'Europe, tout ce qui rentre sur le marché européen, des colis de moins de 150 € textiles, ne soit plus exonéré de droits de douane et de taxes. Voilà, donc on va pouvoir avancer, mais pour ça, il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience citoyenne aussi, pour qu'il y ait une pression publique, pour qu'on avance tous ensemble dans la bonne direction. Totalement, bien dit. Super. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que du coup, après, il va commencer à être tard. Je voulais juste quand même, en termes de mots de la fin, savoir si potentiellement vous auriez une reco. Moi, j'aime bien tout le temps demander si potentiellement vous auriez une recommandation culturelle, un livre, un documentaire, un film, tout ce que vous voulez, qui permettent aux personnes qui regarderont tout ça d'aller plus loin aussi sur le sujet. Alors plein. Je dirais que c'est le moment pour l'autopromo. J'invite tout le monde à nous suivre sur Instagram. C'est vraiment l'espace de vulgarisation de nos contenus. Le site web, la newsletter, le podcast sont plutôt dédiés aux professionnels ou aux gens qui ont un vrai intérêt pour le sujet. Quel Instagram Mais l'Instagram de thegoodgoods.fr. Évidemment. Donc, The Good Goods. Voilà, The Good Goods, comme les bonnes marchandises. Le petit logo jaune sur lequel on fait tout un tas de vidéos, d'informations. C'est vraiment un média de vulgarisation. On parle notamment du suivi du projet de loi, entre autres, pour tenir les gens informés, mais pas que. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, récemment, il y a quelques mois, une créatrice de contenu qui s'appelle Claire Latour a réalisé un super documentaire qui est disponible sur France TV /, qui est libre d'accès. Et en fait, elle raconte son cheminement en repenti de la fast fashion. Elle a été influenceuse pour Shein. Elle a fait des collaborations avec des marques de fast fashion et
elle est partie en enquête. Elle est partie au Ghana sur les plages de déchets textiles. Elle est partie, autant que faire se peut, visiter des chaînes de production et se renseigner auprès d'experts dont j'ai eu la chance de faire partie sur les conséquences qu'on a évoquées, économiques, écologiques, sanitaires de ces produits. Et donc, c'est la façon dont elle met en lumière tout ce qu'elle a découvert et elle explique à sa communauté que même si économiquement c'est moins avantageux, c'est plus en rapport avec ses valeurs et qu'elle ne veut plus consommer de fast fashion. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est un documentaire avec un format hyper contemporain, qui est... J'ai une admiration folle pour Arte et les documentaires conventionnels, mais parfois ça ne s'adapte pas à toutes les générations. Et là, il y a vraiment un montage, un dynamisme qui est très très adapté au code des réseaux. Donc, super. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle... Un documentaire de Claire Latour sur France Télé. Ouais, ça s'appelle... Alors attends, là, j'ai pas fait mes devoirs parce que... mais Claire Latour, si vous tapez fast fashion Claire Latour, vous allez trouver. Très bien. En attendant, est-ce que Chloé, potentiellement, tu veux nous donner ta reco ? Moi, j'allais recommander le site de Victoire. Ah bah super. Sur Instagram. Et je pense un documentaire sur le drame du Rana Plaza au Bangladesh. Je pense que c'est aussi une bonne façon. Les bases. Bonne piqûre de rappel, c'est vrai. Très bien, super, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous discuter un petit peu de tout ça avec nous. Super instructif. Merci beaucoup, vous allez dire si quelqu'un peut sortir enquête sur le genre de la fast fashion. Incroyable. Merci beaucoup. Merci. Le chat ne nous déçoit jamais. Merci à vous de nous avoir suivis également. On va mettre tout ça également sur les réseaux pour que vous puissiez revoir le tout. Merci pour votre présence. Et du coup, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on fera une nouvelle émission pour discuter des jeux vidéo. Donc, n'hésitez pas. On vous en parlera sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre. Toi non, pas avec Chloé, malheureusement. Ce sera avec Brice Gaillard. Et du coup, à dans 2 semaines. Merci pour votre temps. Merci. Salut, merci à toi.